Allons vous accompagner jusqu'à 9h30. Amel arrive de nous rejoindre déjà. Amel, bonjour. Bonjour Nour. Comment ça va, Amel? Ça va très bien. bien. Ça se passe bien? Ouais. Une belle semaine, hein, Amel. Pardon? Nous avons eu une belle semaine, oui. généreuse. Plutôt calme. Plutôt calme, mais c'était un ciel généreux quand même durant Mais la en semaine. principe, il y aura d'autres Il y aura d'autres. phénomènes. Ah, ben voilà, quelle belle nouvelle. Ouais, Voilà. on espère. Donc on commence bien l'année finalement. Oui, franchement, oui. On termine bien le mois aussi. On termine bien le mois. Inch'Allah, ça va Inch'Allah. J'espère que ça va se poursuivre réaliser pour cette saison hivernale. Inch'Allah. Voilà, alors Amel, aujourd'hui, nous allons nous intéresser à l'artisanat, ça te dit? Ah oui. Le tricotage? Ah oui. Moi, je suis très admirative devant les gens qui font des travaux manuels. Après, les travaux manuels, nous sommes tous passés par là à un moment donné de notre vie. Ah oui? Du moins à l'école. À l'école, oui, on en a fait. Les travaux manuels, oui. tu te rappelles? Ah oui, on avait franchement. une matière comme ça. Pour laquelle on était noté d'ailleurs. Hein. Je me souviens plus, mais je sais qu'on avait des travaux manuels, oui. Voilà. Le crochet, je sais que nous en avons fait crochet, avec la broderie. Avec, oui. Voilà. D'ailleurs, c'est là où j'ai commencé à connaître l'ourlet, comment coudre un bouton, comment faire les points, les différents points. Et ça nous sert au quotidien. Ah, hein. oui. Et ça nous sert au quotidien. Et c'est vrai que ce sont des métiers artisanaux qui évoluent. Hein, qui évoluent. Donc, il y a de nouveaux points, il y a de nouveaux matériaux qu'on utilise. Donc, aujourd'hui, nous allons recevoir justement des artisans qui se spécialisent un peu dans le tricotage et aussi dans le crochet. Voilà, bien. Dans le crochet. Et depuis le mois d'août dernier, Amel, il y a une loi qui est entrée en vigueur, une loi tant attendue d'ailleurs, une loi tant attendue, qui est la loi sur la protection donc, des données personnelles. Ah d'accord. Voilà. Alors maintenant, très important, effectivement, d'autant plus qu'aujourd'hui l'outil Internet, on va dire d'une manière générale, très utilisé, largement utilisé, et donc certaines personnes se retrouvent piratées aussi. Se retrouvent aussi des photos sur les réseaux sociaux, sur Internet. Donc qu'en est-il finalement de toute cette protection? Que dit la loi justement par rapport à la protection donc, de ces données personnelles? Donc plusieurs questions, répondra l'expert qui sera parmi nous, donc répondra à nos questions. Et comme chaque vendredi, aussi Samira Hadjamar sera parmi nous. Alors aujourd'hui, Samira Hadjamar nous parlera du patrimoine musical. Cette fois-ci, habituellement, elle nous emmène dans des endroits particuliers, elle parle d'un patrimoine matériel. Et là, elle sort un petit peu des sentiers battus. Donc on va dire, elle va parler du patrimoine musical et elle va s'intéresser cette fois-ci à Al-Khazna Sghira. Bien sûr, elle sera accompagnée, comme chaque vendredi, de Siham Knouch. D'autres prénoms. Le duo d'enfer. Oui. Le duo d'enfer, oui, c'est le cas de le dire, effectivement. Et aujourd'hui, donc, Siham nous proposera d'autres prénoms, d'autres voyages, surtout. Oui, on voyage toujours avec Siham. Effectivement. Alors, ce ne sont pas de simples prénoms, mais toute une signification, toute une histoire derrière ces prénoms. Voilà. Et comme chaque vendredi aussi, on n'est pas samedi, on est vendredi. Voilà. Et comme chaque vendredi, Dr Fathi Benachnoui sera parmi nous. Il va aussi nous parler cette fois-ci d'une maladie, on va dire c'est la maladie du siècle, l'arthrose. L'arthrose, oui. L'arthrose, voilà, c'est vraiment l'une des maladies du siècle, effectivement. Et ça commence à apparaître à un âge plus jeune. Exact. Ah bah, la quarantaine. La quarantaine, même avant. Ah bon? Même avant, c'est un peu rare. C'est un peu rare, mais même avant, ça commence quand même très précoce quand même. Voilà, c'est précoce effectivement. Donc, docteur Fathi Benachnoui, il va nous éclairer un peu plus sur cette pathologie. Voilà pour le programme de cette matinée. Mais sinon aujourd'hui, allez, la grimace dit tout. Voilà, on comprend qu'il va faire beau aujourd'hui. Beau selon nous, pas selon Amel. Effectivement, on aura un peu plus de détails juste après cela. موبيليس تقدم لكم الأحوال الجوية. موبيليس معا نصنع المستقبل. Et on disait que nous allons avoir du soleil aujourd'hui, j'imagine. Exactement. Au nord comme au sud, de toute façon. J'imagine. Alors c'est ça. Ouais. C'est simple aujourd'hui. C'est simple aujourd'hui. Donc c'est du beau temps. C'est le week-end. On va prendre des choses du bon côté. C'est le week-end. On va profiter du week-end pour pouvoir sortir, faire des activités avec les enfants. Pourquoi pas? Ouais. N'est-ce pas? Ouais. Elle n'est pas très convaincue, Amel, mais bon. Mais bon. Ouais. De toute façon, tu nous annonces de bonnes nouvelles. Tu nous dis que Inch'Allah, j'espère. Inch'Allah, j'espère que ça va se réaliser d'ici la fin du mois.
Inch'Allah. Inch'Allah. Et un peu plus de détails, Amel? Allons-y. Vas-y, c'est à toi. Merci Nour. Bonjour à tous et bon réveil. Eh bien pour aujourd'hui, Météo Algérie prévoit un ciel généralement dégagé sur les régions du nord, avec toutefois le ciel qui deviendra localement nuageux, mais en soirée sur les hauts plateaux, ouest et centre, et probabilité de quelques gouttelettes, mais en soirée. La moitié sud, eh bien le ciel restera localement nuageux tout au long des frontières algéro-maliennes, le Sahara central, le Sahara oriental, et ces nuages gagneront, mais en soirée, le Bécharois et le Nord Sahara durant la nuit. La température l'après-midi, eh bien les températures seront plutôt élevées pour la saison. Le maximum 24 degrés du côté de Tlemcen, 23 à Alger, 22 à Oran, 20 degrés à Naba, Guelma, 21 à Tizi Ouzou, 19 à Batna, 17 Constantine, Sétif, Djelfa, 16 degrés le minimum à Al-Beyoud, 20 degrés à Tiaret, au sud 21 degrés à Béchar, 23 à Gardaïa, Biskra, également Tindouf, 25 à Elizi, 26 Tamanrasset et Janet, 29 Insalah Timimoun et enfin 31 degrés le maximum Borj Beji Moukhtar et Ingezem. La mer aujourd'hui, eh bien, se montrera plutôt calme sur pratiquement toutes les côtes d'ouest en est, avec des vents qui vont arriver jusqu'à 30 km/h. Les vents seront variables sur les côtes centre et est et sud-ouest sur les côtes ouest. On va faire un petit tour du côté de l'Amérique du Nord. On aura un ciel tantôt nuageux et tantôt ensoleillé à Montréal, également Washington, plutôt dégagé à New York, Dallas et Vancouver, nuageux en Californie et Miami et partiellement voilé à Mexico. Le mercure, quant à lui, affichera 0 degré seulement à New York, 12 Montréal, 4 à Vancouver, 11 Washington, 13 à Dallas, 19 Mexico, 16 à Miami et 22 degrés le maximum cette fois-ci en Californie. Et voilà, je vous retrouve tout à l'heure juste après le journal télévisé de midi et d'ici là, très très bonne matinée. موبيليس قدمت لكم الأحوال الجوية. موبيليس معا نصنع المستقبل. Une hausse quand même de température. Exactement. Et c'est plus à l'ouest. Température hors saison. Ah bah oui, 24 à Tlemcen et 23 à Alger. 23 à Alger. C'est pas des températures du mois de janvier. Hein. Comment on peut expliquer cela? Bah ça vient d'un flux de sud-ouest, donc c'est pour ça qu'on ressent cette chaleur. D'accord. Mais en espérant une baisse sensible d'ici la fin janvier. On espère. C'est ce qu'on espère. Il faut surtout faire très très attention par rapport à le chaud et le froid. Voilà, bah oui. Par rapport à ses choix vestimentaires. Exactement. Surtout. On a tendance à enlever et remettre, donc c'est à déconseiller. Effectivement. En tout cas, merci beaucoup Amel. C'est moi. On te retrouve tout à l'heure, donc après le journal télévisé du midi, après celui de 19h. Et demain à partir de 8h pour Bonjour d'Algérie. Merci beaucoup Amel. Allez, à tout à l'heure. On continue pause musicale comme d'habitude. Cette fois-ci, ce sera en compagnie de Tico.
Tarder, nous allons parler de santé, compagnie du docteur Fethi Ben Achnou, qui nous rejoint chaque vendredi. Bonjour docteur. Bonjour, c'est demain, la fois passée à demain. Voilà, alors on s'est vu hier, aujourd'hui on va se voir demain. Voilà, on se voit, c'est vrai que les jours, Inch'Allah, alhamdoulilah. C'est vrai que ça passe très très vite. Hein. Et hier, j'étais debout et me dit à demain. Voilà le demain. Voilà, demain. Et une semaine chargée, je sais pas, on est tellement... Pris par le temps, peut-être par le temps et par la concentration de ce qu'on veut faire, que le temps, au sens chronologique, on ne l'apprécie pas. Voilà. Et c'est vrai que c'est toute une perception du temps. Il y a plusieurs études aujourd'hui qui parlent de temps. C'est tout le monde qui ressent finalement les jours qui se raccourcissent. Ce défilé. Et il y a beaucoup de théories finalement qui sont avancées par rapport à cette perception, du temps qui se raccourcit. Et la météo, je crois qu'il va falloir changer notre vocabulaire. Quand on dit, il va faire beau, tout ça. Moi, je dis au contraire, il ne va pas faire beau. Oui. Moi, ce qu'on aimerait, c'est qu'il fasse beau avec des nuages et de la pluie. Voilà, c'est un peu la perception de Amel Aribi, encore une fois. Oui, quand on dit qu'il fait beau, Amel Aribi, pour elle, c'est lorsqu'il pleut. Bien sûr, mais il faut réfléchir au mois de juillet, août, avec les coupures d'eau. L'eau est quelque chose de naturel. Effectivement. Espérons qu'avec le dessalement de l'eau de mer, mais il y a à discuter. Il y a à discuter, mais il y a beaucoup de choses qui se font effectivement pour pallier un petit peu à la crise hydrique, qui est aujourd'hui une crise mondiale. Mine de Ça, il y rien. a une phrase, qui dit que l'eau n'est pas nécessaire à la vie. C'est la vie même. C'est la vie elle-même, effectivement. C'est la vie elle-même. Alors aujourd'hui, docteur, nous allons parler d'arthrose, n'est-ce pas? Une autre maladie du siècle, mais ce sera juste après cela. L'arthrose, docteur, on en parle beaucoup, n'est-ce pas? Mais qu'est-ce que l'arthrose, finalement? Alors, l'arthrose... Parce que nous avons tendance, finalement, à la confondre avec autres maladies qui ont tendance à se ressembler un petit peu. Surtout avec l'ostéoporose. Oui. Ça se termine par le nom de fleur rose, mais ce n'est pas du tout rose. Ça, c'est important. Ça, c'est un peu, vous faites rappeler... on va dire un adage ou une blague d'une dame qui dit après la cinquantaine, la vie devient en rose, n'est-ce pas? Pas pour ceux qui ont de l'arthrose ou de l'ostéoporose. Justement, alors elle dit on voit la vie en rose parce que nous avons de l'arthrose, parce que nous avons de l'ostéoporose, parce que ça c'est voir les choses du bon côté finalement. Oui, bien sûr, ça c'est... Non, mais je crois qu'on a des fruits et des légumes de saison. Il y a des pathologies que je mets entre guillemets. Il n'y a pas de bien-être, il y a un mal-être en fonction des saisons. Surtout quand il fait froid, les douleurs se réveillent du corps de certains, surtout de l'arthrose. L'arthrose, c'est quoi? Je le dis tout de suite, ce n'est pas une maladie. L'arthrose est normale, naturelle. C'est quoi l'arthrose? Je fais court, c'est au niveau de l'articulation. Par exemple, du genou, c'est la plus fréquente. C'est la plus fréquente, effectivement. L'articulation du genou, c'est deux os qui ont le nom, je ne citerai pas le nom, ce sont deux os qui se rencontrent pour former une articulation. L'articulation, on le voit sur l'image. Et l'articulation est fondamentale. Imaginez qu'il n'y ait pas d'articulation, que c'est raide, que c'est un os qui se continue. On ne pourra plus vivre, on ne peut pas monter des escaliers. C'est ça qui est merveilleux dans la machine humaine, une machine merveilleuse, c'est de pouvoir avoir des articulations. En arabe, on dit « il-amoud fiqari ». Fiqarat, c'est les petites articulations, tout ça, c'est découpé. Mais c'est cet os du bas qui rencontre l'os du haut, les deux têtes, on appelle ça les têtes, ne sont pas des os, clairement. Oui. Les têtes sont recouvertes par une couche qu'on appelle cartilage, le rodorof. Il faut le rodorof, c'est ce qu'on voit qui brille, Et ensuite, avec une sécrétion de ce qu'on appelle le liquide synovial, ça permet cette articulation souple qui fait pas mal. Fluide, voilà. Mais avec le temps. Alors, ce cartilage, c'est comme le peintre. C'est juste
Et vous voyez le peintre, Oui. il met juste une couche de peinture superficielle sur le mur. Là, c'est une couche superficielle sur la tête de l'os. Mais avec le temps, qu'est-ce qui se passe avec la peinture? Elle se craquelle. On le sait, une peinture, pour ça qu'on doit refaire. Mais l'articulation, le cartilage, jusqu'à maintenant, malgré des recherches qui continuent jusqu'à l'heure actuelle, on ne sait pas ce que c'est que le cartilage. Le cartilage ne régénère pas. Il y a des études jusqu'à présent pour justement voir comment arranger. Parce que le gros problème, c'est que cette peinture, ce cartilage se craquelle avec une baisse de la sécrétion du liquide synovial et un de ces 4 matins, on se réveille avec une douleur parce que c'est les os qui frottent entre eux. Ça, j'ai parlé de l'articulation. Là où il y a une articulation, même les plus petites, on peut avoir une arthrose cervicale parce que c'est alors même les plus petites, c'est le même processus. Donc c'est pas une maladie parce que non, c'est une évolution normale. Certains chiffres disent que les femmes sont plus exposées et c'est très douloureux. Ce qui est important, c'est la douleur. On monte difficilement les escaliers, certains mouvements sont difficiles, on n'exerce plus même les doigts des mains, il y a une déformation osseuse. Et là, très important, je le ferai moi-même, quand il y a une douleur, j'aime pas la douleur. L'être humain ne supporte pas la douleur. La douleur, de toute façon, docteur, c'est un système d'alarme, hein, n'est-ce pas? Oui, c'est un système d'alarme. Et ensuite, le fait que cette douleur est provoquée par le frottement des os sur eux-mêmes, on appelle ça harfi. C'est-à-dire, l'os frotte contre lui-même dans certains endroits, et je passe sur l'articulation du genou, qui est un mécanisme merveilleux avec les ménisques, avec les ligaments, tout ça, ça ne rentre pas dans l'arthrose. Et ça, c'est important. Quand ça frotte, alors il y a ce qu'on appelle une inflammation. Et il y a des médicaments qu'on appelle anti-inflammatoires qui sont une catastrophe. De la manière dont on le consomme en Algérie, c'est très grave parce que ça peut entraîner, et j'ai un cas, Allah yarhamou, d'un taulier, le taulier est un travail dur, et qui au début des douleurs, aller chez le médecin qui lui prescrit des anti-inflammatoires et il y a une attitude très développée chez nous. Alors pourquoi aller chez le médecin? Je vais chez le pharmacien du coin. L'automédication. Il prenait ça, sa femme nous raconte qu'il prenait ça comme si c'était des dragées. Et je ne le plains pas, Allah yarhamou, c'était la douleur. Mais c'est très grave, les anti-inflammatoires. À la longue, il a eu une insuffisance rénale avec passage obligé au niveau de la dialyse et autres. Vous voyez que ça, c'est important. Et nos médecins, mes collègues, mes consoeurs, c'est très important de les orienter, premièrement, vers le dépistage des douleurs et deuxièmement, vers le fait d'exercer une activité physique. Je ne dis pas le sport, je dis une activité physique qui permet de récupérer et de continuer à avoir, comme le jingle, bien-être. Du bien-être. Alors, docteur, l'idéal, on le dit à chaque fois, l'idéal, alors là, vous nous expliquez que c'est une évolution normale du corps humain, mais l'idéal, c'est de pouvoir aussi retarder l'apparition de l'arthrose, donc avec, encore une fois, de la prévention. De la prévention. Donc, c'est juste, encore une fois, des gestes au quotidien qu'on peut faire dès son jeune âge, d'ailleurs. Parce que surtout dès le jeune âge, parce que ça reste quand même, on prépare un peu l'âge avancé, n'est-ce pas? L'âge avancé, l'âge adulte. Ce qui est important, c'est de savoir que notre mode de vie, c'est lui qui influera sur l'évolution, pas de nos artères, mais aussi de nos articulations. Par exemple, vous savez que quand on est debout, tout le poids du corps repose sur les genoux. Et j'insiste sur le genou parce que 2 fois par semaine, depuis des années, je suis en contact avec des arthrosiques, surtout des femmes. Le corps humain repose sur les genoux. Donc, première définition, c'est de voir son mode de nourriture. Donc, le poids. Ça, c'est pour le poids.
C'est pas en ayant un trop grand poids, tout ça. Il faut surveiller son poids. Deuxièmement, l'homme avec un grand H, hommes et femmes, sont faits pour le mouvement. Il faut marcher. Par exemple, les femmes qui travaillent et qui sont véhiculées ou qui viennent par métro ou par bus, on recommande qu'elles ou qu'ils descendent 3 ou 4 stations avant la station où on doit aller et faire l'autre station à pied. Deuxièmement, il faut éviter surtout la voiture. Et là, il y a un gros problème d'arthrose au niveau des embouteillages, où il y a des pressions qui s'exercent et on souffre et pendant de longues durées. Ça peut durer jusqu'à 2 heures de pression. De pression et tous ces éléments. Vous voyez comment se construit la destruction de nos articulations, ça, et pas uniquement de notre système circulatoire, de nos vaisseaux, Là, puisqu'on parle de l'arthrose, voyez comment on fait, il faut surtout marcher. Et maintenant, la tendance, quand on a une arthrose, et quand il y a une douleur supportable, il ne faut pas aller directement aux anti-inflammatoires, mais il faut surtout marcher. Et je trouve qu'Alger est une ville merveilleuse de par sa géographie, parce que ça monte et ça descend. Il faut insister parce qu'on ne marche pas assez. Actuellement, ces dégradations des articulations, on ne marche pas assez. Ensuite, ce qui est important, quand on a une douleur vraiment paralysante, on appelle ça une douleur paralysante, là, il faut prendre des anti-inflammatoires. Mais quand on a une douleur supportable, entre guillemets, là, il ne faut pas arrêter d'avoir une activité. Ça, c'est extrêmement important. Et chez les femmes, il faut savoir, à partir de la ménopause, on peut aller vers une ostéoporose, mais à partir, c'est drôle, c'est physiologique, moi je reste ébahi, à partir de la ménopause, l'état de la femme, le capital osseux, le capital arthrosique, le capital est en décrépitude. Il se dégrade, ça c'est extrêmement important, surtout chez la femme. Elle est en même temps très forte. On en parlera la semaine prochaine quand on parlera de l'ostéoporose. Elle est très forte, elle est adaptée à la vie. Le Créateur les a équipés, mais à partir de la ménopause, là, ça commence à se dégrader, surtout si on vient avec un passif. Un passif au point de vue obésité, au point de vue surpoids, au point de vue de beaucoup d'éléments, surtout si on voit avec un passif, là, les choses vont se dégrader. Donc finalement, une ménopause, ça se prépare aussi. Elle se prépare par la même occasion. Une ménopause, c'est comme un capital dans une banque. On sait qu'on va arriver à un stade, il faut avoir un capital dans la banque pour pouvoir faire face. C'est là où c'est important la prévention. Les femmes ne savent même pas ce que c'est que la ménopause et dans quel état on doit arriver à la ménopause. Une ménopause, ça se présente depuis qu'on est jeune. Moi, je dis par exemple, et l'Algérie, sincèrement, le système national de santé est parfait. Depuis le jeune âge, depuis l'état d'enfance, on a un carnet de santé où on doit régulièrement aller lutter contre le rachitisme au début, mais aussi prévoir ce qu'il y a comme problème de ménopause. Il faut la préparer, il faut renforcer les os. Deuxièmement, ce qui est extrêmement important, et ça existe dans notre système de santé, veiller et prévenir les mamans et faire j'aime pas le mot campagne, faire une éducation sanitaire essentielle, surtout Par exemple, moi j'ai actuellement des femmes qui arrivent à 50 ans, 55 ans, elles me disent j'ai une scoliose. Excusez-moi, mais scientifiquement et dans le monde entier, une scoliose, ça se prend à l'école. Vous voyez pourquoi j'insiste sur les UDS, les unités de dépistage et de suivi, et de détecter très vite une scoliose pour pouvoir la prendre quand on est jeune.
quand on est jeune fille, et surtout sur les jeunes filles qui vont se marier, Inch'Allah, qui vont avoir des enfants, mais arriver à un stade complètement dégradé, et croyez-moi, complètement dégradé au point de vue osseux. Oui. Je ne parle pas d'autres systèmes, mais le système osseux, on arrive, hélas, à des situations très, très graves qu'on ne récupère pas, ou bien très, très difficilement. Quand on a une scoliose, elle n'est pas prise à l'âge adulte. Oui. Il faut qu'en Algérie, on s'occupe des scolioses. C'est une campagne nationale, c'est une affaire nationale pour s'en occuper, parce qu'après, on peut avoir les corsets et tous ces éléments-là, et être paralysé. On ne doit pas développer les fauteuils roulants en Algérie, on doit développer la pratique de l'activité physique en Algérie. Alors on revient, docteur, si vous permettez, à l'arthrose. Alors c'est vrai que les douleurs sont parfois vraiment insupportables, paralysantes effectivement. Il y a des personnes, donc pour ne pas prendre des médicaments, se font des massages. Alors qu'en est-il justement du massage et encore une fois l'arthrose? J'aime pas le mot massage parce que chez nous, je m'excuse, mais c'est pas. J'aime les termes populaires utilisés. Le massage wedlik. Wedlik, très souvent dans nos sociétés, dans toute l'Algérie, wedlik roho lil hammam. On va au hammam. Classique, traditionnel, où il y a une, je dirais pas une matrone, tayyaba, une qui s'occupe. Alors, chez les femmes et chez les hommes aussi, les hommes, quand ils quiescent, c'est un mec qui va procéder à un massage. J'ai vu, parce que j'ai été même, j'ai vu, c'est des choses extrêmement dangereuses. Les massages, en termes médicaux, ça s'appelle la kinésithérapie. Par abstraction, on dit les kinés. Les kinés, en Algérie, on a développé les kinés. Il faut surdévelopper la formation de kinés qui, eux, permettent de prendre en charge. Et prendre en charge comment? C'est parce qu'il y a des procédures. Il y a des procédures. Alors, on le voit. Voilà, on le voit. On le voit, un praticien carrément. Regardez comment on prend, dans quelles conditions, tout ça. Mais vous avez en même temps le kiné vous prend en charge pour l'arthrose avec les infrarouges, avec le voltage, avec beaucoup d'éléments, avec l'eau de mer, et tout ça se fait. Donc, quand on et bien sûr, ça se fait en collaboration avec le médecin traitant. Bien sûr, c'est une équipe. Le médecin dit il faut développer ça, parce qu'on peut avoir des tendinites, on pourra en parler. Mais au niveau de l'arthrose, j'aime pas le mot massage parce qu'il fait référence à... Je parlais exactement de ça. Voilà. Je ne parlais pas du kiné parce que le kiné, généralement, c'est quand même une pratique qui est réglementée, c'est une pratique qui est encadrée. Où il y a une formation. C'est une formation, c'est une équipe, comme vous l'avez si bien dit, pluridisciplinaire qui prend en charge. Mais moi, je parle du massage, le massage qu'on fait à la maison, le massage qu'on fait au niveau de l'hammam. Je parle vraiment de ça. Vous savez, même moi, maintenant, je pose des questions à certains kinés expérimentés. Il m'explique ce que c'est que le coude. Oui. C'est quelque chose d'extrêmement bien construit. Le genou, c'est quelque chose d'extrêmement complexe. Regardez, par exemple, c'est pas parce qu'on est un grand sportif et tous ces éléments-là, les footballeurs, ce sont des gens qui vont finir arthrosiques, qui vont finir avec de graves problèmes. Par exemple, les footballeurs célèbres au niveau du genou, les ligaments croisés, je passe sur tout ça. Mais attention, je parle moi du kiné, les massages à la maison, il faut. Vous savez faire un massage? Non. Non, pas du tout. C'est le kiné. Même moi, je ne sais pas ce que c'est qu'un massage. Quand je suis là, je vais à côté d'un kiné pour voir un petit peu les gestes qu'il fait et ça. Mais moi, ce qui me fait peur, c'est que le massage. Rohul hammam. Et là, attention, c'est des gens qui ne sont pas compétents, qui ne savent pas ce que c'est qu'un corps humain, qui ne savent pas comment étirer et tous ces éléments-là. Ça peut aggraver encore une fois la situation. Parce que là, on utilise au niveau de centres spécialisés de rééducation fonctionnelle, parce qu'on perd un peu la fonction du genou à cause de la douleur, à cause de beaucoup d'éléments, et ça, c'est important. On utilise la paraffine, on utilise... les kinés sont formés pour ça, et en Algérie, on forme, hélas, pas avec la quantité voulue. Par exemple, les gens qui ne sont pas acceptés
à faire de la médecine ou pharmacie, tout ça, on peut les diriger vers la formation en kinésithérapie qui a évolué d'une façon merveilleuse. Il y a des appareils, il y a des spas. Surtout que c'est une spécialité qui est très demandée, hein, parce que Extrêmement quand même, ça reste demandée. une évolution humaine et nous en avons toujours besoin. Alors, pour ouvrir une parenthèse, par exemple, il y a la podologie. Il faut qu'on en parle un jour, les trucs des pieds. Ce n'est pas de manucure et tous ces éléments, non. La podologie, c'est le pied est quelque chose d'extrêmement important, d'extrêmement délicat. Et en Algérie, ce n'est pas parce que moi, je regrette. Je vois des magasins avec trucs podologie, je ne sais pas, avec de jolis pieds, avec des... Non, mais la podologie, c'est autre chose. Une spécialité médicale à part entière. Médicale à part entière, ça c'est important. Et l'arthrose, et attention, c'est le mal du siècle, on parle de le mal de dos, mais l'arthrose, attention, il faut se préparer, surtout au niveau des femmes, se préparer à l'arrêt des règles, la ménopause, parce que ça va aggraver. Ça ne touche pas l'os lui-même, mais c'est la dégradation du corps qui va peser sur le genou. Et toutes les articulations. L'articulation, par exemple, on en parlera inchallah de l'ostéoporose, nous avons l'articulation de la hanche qui, elle, est très soumise à une fracture du col du fémur, et là, la marche est pratiquement devient impossible. Difficile, et tous ces éléments-là. Bien, donc, docteur... J'ai résumé. Voilà. Comme on le fait à chaque fois, hein, n'est-ce pas? Le plus important, c'est qu'on donne, on va dire, la chose la plus importante à nos téléspectateurs. Donc, ce qu'on retient de la rubrique d'aujourd'hui, c'est que l'âge avancé se prépare. Docteur, c'est une évolution de l'être humain. Surtout chez les femmes. Voilà, donc c'est une évolution normale de l'être humain. Il suffit juste donc de se préparer. On parlera donc la semaine prochaine, inchallah, de l'ostéoporose. Donc, on fera un petit peu la différence entre les deux mots. Parce que la confusion entre les deux pathologies, les pathologies sont très fréquentes. Alors, l'arthrose d'aujourd'hui, c'est l'est et sans connotation politique, je ne sais pas quoi. Géographique. C'est l'est et l'ouest, c'est des choses complètement différentes. Effectivement, et nous en parlerons la semaine prochaine. Merci beaucoup, docteur, encore une fois. Alors, je vous dis à demain. Puisque ça passe aussi vite que ça. Donc il faut cligner des yeux et on est vendredi. Donc on se voit vendredi prochain, Inch'Allah. Merci beaucoup. Très bonne semaine à vous. Alors on continue les bienfaits d'Internet. On parle beaucoup des nouvelles technologies, les bienfaits des nouvelles technologies. Mais le côté sombre existe aussi, la cybercriminalité. C'est une spécialité à part entière. On en parle aujourd'hui dans un reportage signé Hamid Rbouh et on se retrouve juste après. Individus, entreprises, organisations, États, nul n'est à l'abri des menaces que font peser sur nous l'usage malveillant du numérique. Aujourd'hui, les malfaiteurs profitent de la transformation numérique pour exploiter les systèmes réseaux et infrastructures en ligne. C'est la cybercriminalité. La cybercriminalité recouvre tous les types d'infractions se produisant dans le cyberespace, qu'il s'agisse de fraude, de vandalisme, d'escroquerie, de cyberespionnage ou de cyberterrorisme. Aujourd'hui, chaque être humain, il possède, donc il a en sa possession un ordinateur, un smartphone, une smartwatch, etc. Donc ces dispositifs électroniques, c'est d'énormes générateurs de données. Donc ces données-là représentent le trésor de demain, c'est le pétrole de demain, c'est justement la chose qu'il faut protéger, qu'il faut savoir garder, qu'il faut savoir valider, etc. Donc, quand on parle du domaine de la cybersécurité, donc on parle en général de la protection de l'information professionnelle, de la protection de l'information personnelle, de la protection des informations de l'État ou des États de manière générale. La lutte contre la cybercriminalité implique une coopération internationale intense et efficace, car il s'agit de crimes transfrontaliers dont l'identification des auteurs est difficile, notamment dans un contexte où les preuves électroniques peuvent facilement être effacées. En Algérie, un pôle pénal national de lutte contre les infractions liées au TIC a été créé en 2021 pour faire face à ce type de crime. Les autorités supérieures algériennes ont accordé une importance particulière à la numérisation. Par rapport au type de menace, déjà, il faut savoir identifier les cibles.
Donc on parle de cible, c'est-à-dire que cette cybermenace, elle peut cibler des personnes dans leur vie privée, dans leur vie personnelle, c'est-à-dire diffuser leurs informations confidentielles, des photos, des vidéos, etc. Ça peut être à caractère professionnel, c'est-à-dire pour les entreprises. On prend par exemple une entreprise qui a son portefeuille client enregistré dans ses serveurs. Il ne faut pas qu'il y ait un accès de personnes étrangères parce qu'un portefeuille client, ça représente la force de l'entreprise. Il ne faut pas qu'il y ait des moyens qui permettent à des concurrents d'avoir accès à ces données et par conséquent, c'est-à-dire perdre une grande quantité de clients. Ça peut être même à l'échelle des États. Donc, par rapport à notre pays, par exemple en Algérie, avec la priorité nationale de la transformation numérique, donc il faut s'attendre qu'il y ait justement des menaces dans ce sens-là, donc qu'il y ait des tentatives d'intrusion, qu'il y ait des tentatives de déni de services, etc. Donc ça, c'est par rapport à la cible. Ces dangers et menaces interpellent les pays quant à l'impératif de sécuriser leurs systèmes d'information, en particulier les systèmes vitaux. Surtout quand ces attaques sont appuyées par certains États pour perturber, espionner ou manipuler l'opinion publique en diffusant de fausses informations, notamment au regard de l'élargissement du champ des attaques, du rapprochement des technologies numériques et de l'émergence de nouvelles technologies comme l'intelligence artificielle, le cloud computing et la technologie 5G. La cybercriminalité constitue une menace sérieuse pour les particuliers, les entreprises et les entités gouvernementales. Effectivement, donc la cybercriminalité reste une menace et seule manière donc de faire face, c'est un cadre juridique, bien entendu, un arsenal juridique pour faire face. Et aujourd'hui, donc nous avons une loi qui est en vigueur depuis le mois d'août dernier, qui est relative donc à la protection des données personnelles. Nous en parlons ce matin en compagnie donc de notre invité, M. Mohamed Ahmed. Bonjour, bienvenue à vous. Bonjour et merci pour l'invitation. Merci à vos téléspectateurs. Marhaba bik. Alors vous êtes gérant donc d'un cabinet de conseil. Vous êtes aussi spécialiste donc dans cette question des données personnelles. Alors commençons déjà par comprendre qu'est-ce que c'est qu'une donnée personnelle. Alors la définition de la donnée personnelle, on la retrouve dans la réglementation que vous citez, donc la loi 1807, et elle est définie comme étant toute information, quel que soit son support, qui permet d'identifier une personne physique, donc de façon directe ou indirecte. C'est très large, mais on peut déjà comprendre que tout ce qui est lié à la personne physique, comme information personnelle, ou comme information, donc c'est considéré comme des données personnelles et qui sont liées directement ou indirectement à sa vie privée. Aussi, la loi ou l'autorité nationale, ils ont donc fait un travail sur cette définition et on a 4 catégories de données personnelles. Les données d'identification, donc toute information qui permet d'identifier directement la personne physique à partir du nom, prénom, le numéro de téléphone, l'adresse, etc. Date de naissance, donc ça peut être toute information qui pourrait nous orienter vers une personne particulière. Tout à fait, donc ça c'est les données d'identification. Ensuite nous avons les données financières de la personne, son compte bancaire, compte postal, s'il a un prix bancaire ou pas. Donc tout ça aussi, c'est des données personnelles qui sont catégorisées dans la catégorie données financières. Il y a aussi les données professionnelles, donc la fonction, tout ça. Et enfin, nous avons ce qu'on appelle les données sensibles. Les données sensibles, ça peut être des données de santé, l'état de santé de la personne. Donc c'est des données sensibles que la loi a interdit de traiter ces données, sauf avec autorisation de l'autorité nationale. Ou de la personne en question. Absolument, le consentement de la personne en question. Donc la définition en fait aussi sur un plan international, parce que la protection des données personnelles quand même c'est un sujet qui est très important au niveau international. Donc on retrouve la même définition dans toutes les réglementations, que ce soit en Afrique, en Europe ou même en Asie. Donc c'est toujours la même définition, c'est l'information qui permet d'identifier la personne physique. Effectivement. Alors la loi 1807 est en vigueur depuis le mois d'août dernier, donc c'est tout le monde qui se réjouit finalement de cette loi, que ce soit entreprise ou particulier. Quels sont les grands principes de cette loi ? Alors en fait, la loi 1807, donc comme vous dites, elle est, en vérité, elle est sortie, la loi elle a été publiée
en 2018. Donc quand même 5 ans après que la loi est entrée en vigueur. Les dispositions en fait, donc il y a plusieurs dispositions. Parmi les plus importantes, c'est que cette réglementation donne des nouvelles droits aux personnes physiques. Donc chacun d'entre nous, moi, vous, donc nous avons des droits sur nos données personnelles. On a le droit à l'information, comment nos données personnelles sont traitées par les organismes, par les entreprises. On a aussi le droit à rectifier nos données personnelles, à s'opposer à un traitement de données personnelles dans certains cas. Et bien sûr, donc, comme j'ai dit, le droit à l'information et le droit d'accès à nos données. Parmi les dispositions les plus importantes aussi, c'est que toutes les entreprises, tous les organismes sont dans l'obligation de se conformer avec cette loi, faire des déclarations sur les traitements qu'ils font à l'autorité, se mettre en conformité en interne, sensibiliser leur personnel et leurs équipes qui utilisent les données personnelles, et aussi donc et d'autres dispositions. Mais j'aimerais vous parler aussi de l'importance de cette loi, c'est-à-dire l'objectif. Pourquoi cette réglementation? Pourquoi on veut protéger en fait les données personnelles des gens? Parce que tout simplement, il faut savoir qu'on vit dans un monde de plus en plus numérique. Donc l'évolution numérique ou la révolution numérique des dernières années fait que il y a de l'autre côté, il y a une évolution aussi de la cybercriminalité et tout ça. Et donc la loi 1807, elle représente le cadre juridique, le cadre légal. Il y a très peu de réglementation pour encadrer ces sujets-là. Mais la loi 1807, en fait, c'est le cadre juridique ou le cadre légal en Algérie pour essayer de protéger la vie privée et faire face, en fait, à l'évolution de la cybercriminalité aussi. Alors, vous avez parlé des entreprises, vous nous avez dit que les entreprises doivent avoir cette conformité finalement à cette loi. Alors, comment Absolument. ça se fait pour les entreprises? Alors, en fait, les organismes, donc, qu'ils soient entreprises commerciales ou organismes publics, tous les organismes sans exception, il y a juste quelques exceptions dans cette réglementation, mais tout le monde doit se conformer. Et pour se conformer, donc, il y a des démarches, il y a des étapes qu'ils doivent suivre afin d'atteindre un niveau de conformité et bien sûr éviter les sanctions qui sont prévues par cette réglementation. Les démarches, donc, pour se conformer en interne, il faut sensibiliser le personnel qui utilise les données, qui a accès aux données. Par exemple, dans une entreprise, on trouve généralement des dossiers des collaborateurs. Ces dossiers sont des données personnelles, donc il faut limiter l'accès à ces données, sensibiliser le personnel qui travaille sur ces dossiers pour ne pas transmettre les informations sans qu'il y ait un consentement de la personne concernée, et ainsi de suite. Donc, pour se conformer, en fait, les entreprises doivent suivre une démarche, suivre une démarche et se mettre en conformité étape par étape jusqu'à arriver à faire les déclarations et demander les autorisations dans certains cas au niveau de l'Autorité nationale de la protection des données, ANPDP. Alors, Monsieur Ahmed, alors il faut dire quand même que depuis cette révolution, on va dire, numérique et surtout la démocratisation, j'ai envie de dire, d'Internet et les réseaux sociaux, il faut dire que nous sommes à un moment donné, je vais mettre ça entre guillemets, je vais dire ça avec beaucoup de réserve, mais nous sommes pratiquement tous tombés dans le piège parce que nous avons tous mis finalement, d'une manière ou d'une autre, des données personnelles sur les réseaux sociaux, sur les sites Internet. Et aujourd'hui, c'est ce qui met finalement cette loi devant de grands défis, encore une fois, n'est-ce pas? Alors, quels sont ces grands défis? Parce que finalement, nous sommes tous identifiés quelque part. Tout à fait, c'est exactement le cas. Il y a de très grands défis parce que déjà, la protection des données ou le respect de ces réglementations, c'est déjà une culture qu'il faut installer. Une culture qu'il faut installer dans les entreprises, dans les organismes publics, dans les hôpitaux. On ne doit plus communiquer des données personnelles des gens sans leur accord et sans les informer de ces traitements de leurs données personnelles. Donc les défis, pour ma part, je vois, parce que même on a regardé un petit peu l'évolution de l'application de cette loi en Algérie. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'entreprises qui travaillent sérieusement pour se mettre en conformité avec cette loi, qui essayent de trouver des moyens pour sensibiliser un maximum de leurs équipes et se conformer donc avec cette réglementation, installer cette culture dans leur entreprise.
Les défis aussi de la loi 1807, comme tous les autres pays, donc ça s'installe progressivement, absolument, donc petit à petit. Et je pense que les autorités sont déjà donc, au courant de ça et que le travail qui est fait par l'autorité nationale de la protection des données est dans ce sens. Donc il y a beaucoup de travail sur la sensibilisation, il y a beaucoup de travail pour la formation des personnes qui vont gérer les sujets de la conformité, mais ça reste aussi que la personne concernée, c'est-à-dire nous tous, devons aussi connaître nos droits par rapport au traitement de nos données personnelles. Donc il faut savoir qu'aujourd'hui, à partir du commencement ou de l'entrée en vigueur de cette loi, nous avons tous le droit sur nos données personnelles. En fait, pour faire simple, nos données personnelles, c'est exactement comme une propriété privée. D'accord? C'est comme mon téléphone, c'est comme ma voiture, c'est une propriété privée. Je vous donne le consentement de traiter mes données personnelles, comme je peux retirer mon consentement. Et vous avez l'obligation, en fait, comme responsable du traitement, à m'informer sur comment vous traitez mes données personnelles. Et si j'ai besoin de savoir d'autres informations sur les données personnelles que vous traitez ou les finalités, pourquoi vous traitez ces données personnelles, vous êtes en fait dans l'obligation de communiquer ces informations. Alors là, j'ai envie de dire que la situation est un petit peu complexe parce que là, finalement, étant donné que Internet, finalement, c'est un bien public, j'ai envie de dire, international, donc le plus grand défi, encore une fois, c'est que les États doivent travailler, encore une fois, en collaboration parce que la loi, effectivement, on peut l'appliquer en Algérie, mais qu'en est-il finalement sur le plan international? Donc on est connecté sur des sites étrangers, sur des réseaux sociaux étrangers, nous communiquons avec des étrangers. Donc là, la collaboration entre États est primordiale. Finalement. Absolument. En fait, chaque pays, aujourd'hui, en fait, si vous regardez les 10 dernières années, l'évolution de ce sujet, elle est incroyable. Oui. Si on revient 10 ans en arrière, très très peu de pays avaient une réglementation sur la protection des données. Aujourd'hui, tous les pays du monde ont une réglementation de protection des données. On a compris l'enjeu. Absolument. Et d'ailleurs, même si on écoute les autorités d'un pays à un autre, ça parle de souveraineté numérique. Oui. Donc, souveraineté numérique, c'est un très grand mot. Et du coup, excusez-moi. Voilà, donc, cette évolution très rapide, elle était, voilà, il y a des causes derrière, il y a des motivations, j'ai envie de dire, parce que il y a eu énormément de scandales d'un côté sur le traitement des données, la manière de traiter les données. Aujourd'hui, comme on a dit tout à l'heure, dans une révolution numérique, donc la data ou la donnée, c'est le nerf de guerre. Celui qui détient la donnée, il détient le pouvoir, n'est-ce pas? Et donc pour revenir sur le point, tous les pays du monde, donc ils ont une autorité qui est chargée non seulement de faire respecter la réglementation de la protection des données dans leur territoire, mais aussi de collaborer avec les autres autorités des autres pays pour pouvoir harmoniser donc la protection des données sur le plan international. Par rapport aux réseaux sociaux, il faut savoir que par exemple, lorsqu'on crée un compte ou lorsqu'on accède à une plateforme, avant même d'avoir accès, on doit accepter les conditions. Oui, c'était la question que j'allais vous poser par rapport à cela. Ces fameuses conditions que personne ne lit. Voilà, parce qu'ils sont lents, parce qu'il y a... Elles sont écrites d'un caractère très petit, effectivement. Absolument. Mais si vous prenez le temps de regarder ces conditions, vous allez voir que en acceptant, en cochant cette petite case et dire que j'accepte les conditions, vous avez donné votre consentement pour que vos données personnelles soient traitées, soient transférées à l'étranger, soient traitées par plusieurs responsables du traitement. Et c'est comme ça que les données, donc les réseaux sociaux, opèrent pour collecter un maximum de data. Il faut savoir aussi que ces géants de la tech, ils ont les moyens bien sûr de sécuriser les données personnelles et de les protéger, mais ça reste donc le consentement de la personne concernée toujours qui est donné
pour pouvoir traiter ces données personnelles. Alors, la loi, pour revenir encore une fois à cette loi 1807, elle est entrée, on l'a dit, en vigueur depuis le mois d'août dernier. Donc, cela fait à peine 2023. 2023, pardon. 2023, ça fait une année et quelques mois. Ouais. Donc, 1 année et 5 mois plus exactement. Absolument. Alors, en 1 année et 5 mois, bon, c'est vrai que c'est récent, c'est pas très ancien, mais est-ce qu'on peut faire peut-être un bilan de l'application de cette loi au niveau déjà des entreprises du moment que vous êtes un cabinet de conseil? Absolument, très bonne question, parce qu'en fait, on a vu que dans le cabinet, on a eu la chance en fait de commencer à travailler sur le sujet de la protection des données avant le commencement de l'application de cette loi. Parce que, comme on a dit tout à l'heure, ces réglementations existent partout dans le monde. Donc, à peu près depuis 2019, on a commencé à travailler avec des entreprises à l'international, depuis l'Algérie, pour les accompagner, pour comprendre déjà les engagements et leurs responsabilités en termes de protection des données et les aider à se conformer avec leurs réglementations dans leur pays. Et avec l'arrivée de la réglementation en Algérie, donc, on a commencé à voir que beaucoup d'entreprises commencent à nous solliciter pour des formations ou pour l'accompagnement pour leur mise en conformité. Mais depuis août 2023, donc depuis 1 année et demie, il y a une évolution très rapide. Parce que c'est vrai que l'Algérie, on est resté un petit peu en retard par rapport à d'autres pays sur la mise en application de cette loi, mais à partir de août 2023, nous avons rattrapé le retard. On a rattrapé le retard à une vitesse très importante. On a vu les engagements des autorités, même sur le sujet de la cybersécurité. Donc il y a des engagements très importants, des écoles supérieures, des forums pour expliquer et sensibiliser les gens. Et la loi 1807, elle est donc dans ce cadre-là pour se mettre en parallèle avec cette évolution numérique et protéger un petit peu les données et limiter aussi tout ce qui est cybercriminalité. Voilà, donc c'est en bonne voie. Absolument, c'est en bonne voie. Donc les entreprises prennent quand même conscience de l'importance de se conformer, surtout à la loi. Absolument, il y a toutes les entreprises, je dirais la majorité, il y a beaucoup d'engagement des entreprises, qu'elles soient publiques ou privées, parce que cette loi s'applique à tous les responsables de traitement. Ça veut dire que du moment que vous collectez et que vous traitez des données personnelles, vous êtes concerné par cette réglementation, tout à fait. Donc, c'est en très bonne voie. Beaucoup d'entreprises se mettent en conformité et l'autorité aussi fait un travail très important pour les aider à se conformer avec cette réglementation. En tout cas, on vous remercie de nous avoir éclairé encore plus sur cette loi. On vous retrouvera peut-être une autre fois pour parler, on va dire, des personnes, cette fois-ci particulières, n'est-ce pas? Inch'Allah. Merci beaucoup à vous d'avoir été parmi nous ce matin. Je rappelle Mohamed Ahmed, vous êtes gérant d'un cabinet de conseil et vous êtes aussi spécialiste dans la protection des données personnelles. Merci encore une fois d'avoir été parmi nous ce matin. On continue, c'est de la culture à laquelle nous allons nous intéresser à présent. Une très belle exposition au niveau de la galerie Gessoum de l'artiste Abdelhalim Sellami. Et c'est Feria Cher qui s'intéresse à cette exposition dans ce compte rendu. On se retrouve juste après. Togourt, perle du désert algérien, brille à travers les œuvres captivantes de Halim Sellami, un artiste profondément enraciné dans sa terre natale. Par ses peintures, il décrit la beauté intemporelle de cette région en mettant en lumière les paysages majestueux du désert et en rendant hommage aux femmes algériennes. Cette exposition elle est intitulée Parfum des oasis. C'est comme une nostalgie, un retour vers tout ce qui est la vie des oasis. On a de l'architecture, on a plusieurs tableaux où ça représente de l'architecture des qsour et des façades, des murs et ainsi de suite. Et aussi des personnages, notamment on a beaucoup la femme, c'est pour rendre hommage à la femme. Plus de 30 tableaux. Chaque toile transporte les visiteurs dans un voyage au cœur du désert, entre tradition et modernité, où le bleu symbole d'espoir et de rêve domine avec éclat, mélangé à d'autres teintes chaudes du sable et du soleil. La source d'inspiration, c'est toujours la région de Ouadérir, Togourt et ses régions.
On a tout ce qui le caractérise, c'est l'architecture locale, l'architecture faite de la terre et de l'argile, avec des voûtes et des arcades. Et aussi, il y a une décoration de stuc, décoration avec de plâtre. Dans cette aventure artistique, plusieurs peintres ont fait le déplacement. Leur présence ajoute une dimension humaine. Pour moi, c'est le peintre du Sahara, en fait. Moi, je suis le peintre de la mer, mais lui, c'est le peintre du Sahara. C'est un ami, j'adore son travail, surtout la manière de travailler le sable, les personnages, la manière de les présenter. On sent une ambiance un petit peu particulière, qui est une ambiance du Sahara, enfin, Togourta. Donc, c'est toujours... Ce qui est bien chez Halim, c'est qu'il est vrai avec sa peinture. Et je pense que pour un artiste peintre, la chose la plus importante, c'est d'être vrai avec sa peinture. Halim reste, comme disent certains, un peintre un peu inclassable parce que, enfin, il n'appartient pas à un style. Bon, certes, on vient tous de l'école des Haucham, c'est notre grande école, nos pères aussi, mais on a cette envie toujours d'aller au-delà d'eux et de se donner à soi, d'être présent en tant que peintre nous-mêmes, en fait. En tant que peintre, voilà, ça nous rappelle un petit peu sa façon de faire à la Van Gogh, mais il a des traits très particuliers. Ça résume un petit peu son algérianité, d'où il vient aussi. Ça a rien du Grand Sud algérien, voilà. C'est très beau ce qu'il fait. À travers l'art, l'artiste rappelle que la mémoire et le patrimoine, quand ils sont célébrés avec passion, peuvent inspirer des générations. Et restant toujours dans l'art et l'artisanat, cette fois-ci, tricotage, crochet, nous allons en parler en compagnie de notre invitée, Madame Nedjma Ayoub. Bonjour, bienvenue à vous. Merci pour l'invitation. Alors avant de parler de tricotage, avant de parler de crochet, vous êtes retrouvée un petit peu dans le compte rendu de notre ami Faria El-Chir. Exactement. Ça vous a rappelé de beaux souvenirs, oui, n'est-ce pas? Effectivement. C'est vrai que c'est de beaux souvenirs. Parce que vous avez fait de la peinture avant, enfin, j'ai fait ça en tant qu'amatrice. C'était pas, je faisais ça en parallèle avec mes études d'océanographie. Voilà. Et après, ça va de soi, hein. L'océanographie aussi, c'est de beaux tableaux qu'on voit sous la mer. Hein. Ah oui, tout à fait. C'est un autre voyage. D'ailleurs, j'ai même mon fils qui a hérité ça de moi. Il fait du dessin aussi. Ah ben voilà, oui. Un bel héritage ça. Alhamdoulilah. Ça c'est un bel héritage, effectivement. Oui, mais sinon, le tricot, le crochet, on en parlait, c'est un héritage, un autre héritage, n'est-ce pas, parental, maternel? Non, pas maternel. Pas maternel. Moi, j'ai perdu ma mère en étant jeune, assez jeune. Donc j'ai hérité ça, on va dire, j'ai hérité ça de ma grande sœur qui faisait du tricot à la machine. À l'époque, elle travaillait pour la boutique Fil d'Or, Filor, je crois. Elle leur faisait des pulls. Et quand j'allais chez elle, je passais mes week-ends, mes vacances chez ma sœur qui était mariée. Elle m'a transmis le goût l'amour de la laine. Ça va très naturellement, hein. Ça se fait généralement autour d'un café, puis je peux essayer, je peux voir, tu peux me ramener ça, tu peux ramener ça. Et puis notre génération, je pense que tout le monde avait du crochet chez lui. Toutes les tantes, toutes les sœurs faisaient ça. Ce qu'on disait avec notre amie Amal Aribi, qui elle-même d'ailleurs a fait de l'océanographie, hein. Donc vous êtes probablement rencontrés, hein. Peut-être, vous êtes partie de la même génération. Je ne sais pas. Voilà. Probablement vous êtes rencontrés, c'est ce qu'on disait, même si on n'a pas fait ça à la maison, on l'a peut-être fait à l'école, parce qu'on avait, les travaux manuels. C'est vrai. Dommage. Maintenant, c'est vrai qu'ils font plus ça à l'école, aux écoles. Hein. C'est vraiment dommage. Mais c'était bien. Il faut remettre ça au goût du jour, alors. Inch'Allah. Je suis partante pour donner des cours aux écoles si ils veulent de moi, il n'y a pas de problème. Eh ben voilà, c'est un appel qu'on fait, ce matin, effectivement. Alors, tout se fait à la main, Madame Ayed, n'est-ce pas? Alors, expliquez-nous un peu comment les choses se passent. L'inspiration, beaucoup de couleurs. En général, je prends mes commandes via réseaux sociaux, soit Instagram ou Facebook. C'est la cliente qui choisit le modèle, la couleur. Donc, c'est vraiment du sur-commande. Voilà. Et c'est du sur-mesure aussi. Hein. À la carte. Ah oui, C'est vraiment des pièces uniques que vous faites finalement. Pratiquement. Il y a quelques pièces que je refais, mais pas toutes.
Oui. Ça Mais dépend. même quand vous refaites jamais de la même manière, n'est-ce pas? Oui, Il y a oui, toujours un petit quelque chose qui va, c'est vrai. qui va changer quelque part. C'est vrai. Le travail manuel, il n'est pas, c'est pas des mathématiques. Il y a C'est pas des toujours, sciences exactes. c'est pas des sciences exactes, tout à fait. Voilà. C'est comme l'océanographie, n'est-ce pas? Ah, l'océanographie. Ah là là, l'océanographie. C'est de belles études. L'océanographie, vraiment. Un monde merveilleux. Un monde merveilleux, effectivement. Oui. Et vous avez créé votre monde, quelque part. Alhamdoulilah. J'ai toujours aimé ça. Depuis que j'étais étudiante, je faisais ça pour mes neveux et mes nièces. Je leur faisais des bonnets, d'où le nom bonnet écharpe de ma page. Et voilà, j'ai toujours fait ça par amour et c'est resté. Même une fois que j'ai terminé mes études, je me suis mariée. J'ai eu mon premier enfant et bon... J'avais arrêté le travail pour me consacrer à mes enfants. À l'éducation? Oui, à l'éducation de mes enfants. Et voilà, c'est à partir de là que j'ai repris le tricot et le crochet. Alors, ils ont été gâtés, vos enfants, j'imagine? Oula, pas trop. Pas trop, hein? Vous connaissez le dicton, le cordonnier mal chaussé. C'est mon cas. D'accord. Mes enfants, ils n'aiment pas trop les bonnets, ils ne s'habillent pas trop. Je vois un peu... Alors, j'ai vu ça, je me suis dit, les enfants ont dû être bien gâtés. Non, pourtant... malheureusement. Et pourtant? Non, ils ne portent pas beaucoup de laine, mes enfants. Ils n'aiment pas trop la laine. Les bonnets, ils ne les portent pas. Je leur ai fait pourtant, mais pourtant, il y a des périodes où il fait très froid. Hein. De moins en moins. En Algérie, on a de moins en moins de froid. C'est incroyable. On a des petites périodes quand même où, elles sont très... il fait froid. Bon, après, c'est le réchauffement climatique. Hein. C'est un peu dans le monde que cela se passe. Alors, on voit qu'il y a plusieurs points que vous utilisez. C'est jamais la même chose. Ah oui. Donc, c'est aussi tout un monde. Hein. C'est tout un monde, exactement. Alors, parlez-nous un peu des choix. C'est pratiquement des études, vous savez. Oui. Parce qu'on apprend à faire les points. On apprend à lire les schémas. Oui. Voilà, on apprend à prendre des mesures, à faire des diminutions, des augmentations. Donc, pour moi, c'est des études. Oui. Moi, quand mes élèves viennent, parce que je donne des cours de tricot et de crochet, quand elles viennent, je leur demande, est-ce que vous avez ramené un cahier et un stylo? Oui. La majorité, elles ne ramènent pas de cahier. Pour elles, on n'en a pas besoin. Oui. Et finalement, je leur dis oui, il y a des choses à écrire, il y a des choses à noter, il y a des choses à apprendre. Et je leur donne même des exercices. Il y a des exercices à faire, n'est-ce pas? Exactement. Voilà, donc avant de commencer à apprendre son crochet et son fil. La théorie, la théorie. Effectivement. Là, on me dit que nous avons une vidéo sympathique. Ah oui? C'est ce qu'on me dit. Ah, alors, je ne suis pas au courant. On va vous la faire découvrir. Allez, on va voir cette vidéo, on s'en retrouve juste après. قاعد تحوسوا عليها وهبلتونا عليها انفا راهي في حانوتكم مع الاكسبير تاعنا اونامي غرومي اللي رايحه تعلم لكم كيفاش ديروا هاد البوبيه من ساسها لراسها مع حوايجها ميم لا كوغون اللي سرقتها انا نريمان لو باك كومبلي فيه لو باترون ديتايي غراتوي لا بوبين اي لو كروشي وبيان سور القهوه من عندنا مرحبا بكم ومازال خير قدام. Vous la reconnaissez la vidéo? Bien sûr. Voilà, très sympathique, très sympathique effectivement. Et c'est ma nièce Nerima, la réalisatrice des vidéos. D'accord. Oui. Ok, donc c'est elle qui choisit les petits. C'est elle qui me dit ce qu'il faut dire ou des fois. Mais vous êtes une bonne actrice par contre. Hein. C'est vrai. Par contre, vous êtes une bonne actrice, voilà. Alors aussi, donc les bonnets, ça c'est un peu votre spécialité. Oui, exactement. C'est un peu votre spécialité, ça par contre. Ah oui, j'adore. Ça, c'est les neveux et les nièces qui ont été gâtés par contre. Oui, c'est vrai. Voilà. Avant mes enfants, c'était mes neveux et mes nièces. Voilà. Et moi, j'en porte tout le temps. Voilà, d'accord, on est cordonnier mal chaussé, mais mal chaussé, pas chaussé directement. Hein. Quand même, on en profite un peu. Exactement. On en profite un peu. Ouais. Alors, ce sont des moments, j'imagine, de détente que vous passez avec vos articles. Ah oui, c'est une thérapie, carrément. J'ai plein de dames qui viennent passer du temps dans ma boutique et elles se ressourcent. Oui. Elles se détendent, elles se ressourcent, elles s'échappent de leur quotidien avec moi. Voilà, on se raconte nos vies, on se confie. Franchement, c'est très agréable. C'est une ambiance familiale. J'ai même une de vos collègues qui est mon élève.
c'est Sousan Ben Hadid. Ah, d'accord. Oui, c'est mon élève. Elle est adorable. Elle passe beaucoup de temps chez moi. Franchement, elle est ravie. Voilà, donc il y a des professionnels qui viennent chez moi, il y a des élèves, il y a des étudiantes, il y a des grands-mères, il y a des femmes retraitées. De 7 à Généralement, c'est vrai ans. que souvent, des femmes retraitées, très vite, elles se reconvertissent finalement à un métier comme ça, ou à un travail artisanal particulier. Pour passer du temps, pour s'occuper. Elles viennent, elles sont ravies. Voilà. Alors, pour revenir encore une fois au crochet, donc on connaît un peu le crochet traditionnel, hein, donc les petits napperons qu'on faisait avant, les nappes, donc tout ça. Mais aujourd'hui, on parle du crochet moderne, donc c'est une autre philosophie finalement du crochet, n'est-ce pas? Oui. Maintenant, on ne parle plus de napperons et on ne parle plus de nappes. Ce n'est plus à la mode. Non, carrément. Maintenant, on parle de chemin de table. Oui. À la place de la nappe. On parle des sets de table. Oui. Voilà, on parle de coussins de décoration. Des sous-verres aussi qu'on peut faire avec les sous-verres, oui, exactement. Des coussins de décoration, les plaids, les tapis faits au crochet. Donc voilà ce qui est à la mode. Pour le moment, oui. Maintenant, c'est ce qui est à la mode. Mais on parle plus même de des sacs. Les tote bags aussi, oui, c'est très à la mode. Du crochet. J'avais fait même des maillots de bain en crochet. D'accord. Oui, il y a quelques années. Et c'est toujours tendance. Hein. Oui. Donc même en été, on crochette. Il y a toujours des choses à faire en été comme en hiver. Voilà. D'accord. Alors, bien sûr, est-ce que, donc, du moment que vous donnez des cours, donc vous donnez, enfin, on va dire des séances d'atelier, il y a de l'intérêt pour le crochet? Ah oui, il y a beaucoup d'intérêt pour le crochet. Oui, franchement, c'est de plus en plus. Hein. Et ces derniers temps depuis que j'ai ouvert ma boutique l'année passée. Depuis que j'ai ouvert ma boutique, franchement, je donne des cours pratiquement tous les jours. Voilà. Donc il y a de l'intérêt. Il y a de l'intérêt. Il y a beaucoup d'intérêt. Après, comme vous l'avez si bien dit, c'est une thérapie à part entière. Ah oui, c'est une thérapie à part entière, effectivement. Et puis se retrouver autour d'un bon café. Exactement, c'est très sympa. Avec qui on peut discuter. Et c'est un concept unique en Algérie, d'ouvrir une boutique de laine où des dames peuvent se rencontrer et crocheter et tricoter autour d'un café. C'est le premier concept en Algérie. Effectivement. Voilà. Effectivement. On vous souhaite une très belle continuation dans tout ce que vous allez entreprendre. Bravo pour tout votre travail. Merci et puis elles ont de la chance, les dames qui viennent vous voir aussi. Hein. Venez nous voir vous aussi. Inch'Allah, certainement. Certainement, on va en profiter. En tout cas, merci beaucoup d'avoir été parmi nous ce matin. Très belle continuation. Merci beaucoup, c'est gentil. Merci. On continue. On va se retrouver pour la dernière station de cette matinée en compagnie donc de Samira Hadjamari et aussi de notre ami Siham Kennouch. Mais avant cela, on vous propose ce reportage sur une exposition universelle. Donc c'est une exposition qui parle de cette relation entre l'Afrique et la France et surtout donc tout ce que la colonisation, la politique de colonisation, ce qu'elle a apporté de mal donc pour le continent africain. Je vous laisse voir ce reportage, on se retrouve juste après. Le 5 mai 1889 restera une date sombre dans l'histoire de l'humanité, lors de l'exposition universelle de Paris. Un zoo humain fut organisé où 400 hommes, femmes et enfants originaires des colonies françaises furent exposés dans des cages en fer, sous prétexte de mettre en avant leur exotisme et leur culture. Ces personnes furent réduites à des objets de curiosité, humiliées et privées de leur dignité. Devant une foule insensible, ces individus furent contraints de mettre des costumes traditionnels et de créer des scènes de leur vie quotidienne sous le regard amusé des spectateurs. Les cages, au-delà de leur fonction physique, symbolisaient la déshumanisation et la brutalité du colonialisme français. Mais lorsqu'ils sont arrivés sur le lieu et qu'ils se trouvent exposés et rassemblés en un lieu, parqués comme des animaux, et puis on les a rendus un peu à l'état sauvage. Effectivement, lorsque vous parlez du racisme, c'est très important de raconter l'histoire des zoos humains. Parce que je dis aux enfants, vous savez, imaginez aujourd'hui qu'on vous emmène dans un parc et on vous montre des petits hommes verts.
eh bien, sachez quelque chose, si on vous dit que ces petits hommes verts sont sauvages et qu'il faut faire attention, il ne faut pas s'approcher d'eux, eh bien, le jour que vous allez voir au détour d'un chemin une famille de petits hommes verts, eh bien, vous allez avoir peur. Eh bien, c'est ça, le racisme. La France exploitait brutalement les peuples africains, les réduisant à l'esclavage et pillant leurs richesses pour bâtir un empire illusoire. Ce chapitre sombre de l'histoire de la France dévoile l'hypocrisie des discours coloniaux qui n'en laissaient derrière eux que pauvreté, destruction et oppression. Deuxièmement, ça permettait aux États de justifier les empires coloniaux. Parce que d'une certaine manière, vous démontriez à travers ça la richesse impériale, à travers les animaux, les hommes, les maisons reconstituées, mais surtout vous prouviez que vous dominiez ces populations. Un racisme et une cruauté sans limite se sont manifestés dans un zoo humain, présenté comme un laboratoire pour satisfaire la curiosité des anthropologues. Ce spectacle humiliant servait également à générer des profits grâce aux entrées payantes pour le public français. Plus choquant encore, les anthropologues justifiaient cette pratique par la facilitation de leurs recherches, réduisant ainsi l'être humain à un simple outil d'expérimentation. Cette démarche, aussi atroce soit-elle, s'inscrit dans la continuité des exactions françaises, oppression, exploitation et occupation des peuples colonisés. Derrière les slogans humanistes et les traités vides de sens, la véritable France se dévoile, marquée par des crimes ignobles que l'histoire ne peut oublier. Voilà, de retour sur le plateau et cette fois-ci, comme chaque vendredi, nous rejoignent les filles. Siam, bonjour. Bonjour. Comment ça va? Ça va, bien, merci. bonne semaine. Ouais, alhamdoulilah. Samira, bonjour. Bonjour. Comment ça va? Nour, bonjour. Siam, j'allais dire Souad. Qui est Souad? D'où vient Souad? D'où vient Souad? Aucune idée. Bon. Peut-être qu'un prénom... Comme ça. Oui, peut-être comme par ça. hasard. On en parlera peut-être si... un jour. Oui, pourquoi pas. Oui. Souad Saada, bien sûr. Ça implique beaucoup de choses. Ça implique beaucoup de choses. Voilà, nous sort toujours des surprises. Des surprises, Siam. Samira, apparemment, tu vas nous emmener du côté de l'ouest du pays aujourd'hui. Oui, très belle ville, très belle wilaya, très grande histoire, patrimoine riche, Mostaganem, mais surtout... Et ce sera juste après ça. D'accord. C'est à Mostaganem que tu vas nous emmener aujourd'hui. Alors, une ville très riche d'histoire, de patrimoine, de musique, de théâtre. On la connaît pour le festival, l'un des plus anciens événements en Algérie, le festival du théâtre. On la connaît aussi pour ses saints. Il y a 44 saints patrons de la ville. Et donc qui protègent la ville, qui ont une histoire liée à cette ville, à cette wilaya, mais carrément à tout le territoire, comme Sidi El-Khadr Ben Khlouf, exactement, l'un des plus populaires, l'un des poètes les plus populaires, l'un des saints patrons les plus populaires. Et quand ils font la Wahda chaque année, il y a un monde fou qui vient de partout pour célébrer, pour se retrouver, célébrer l'esprit à tes souhaits. Merci. Que mes rêves se réalisent. Inch'Allah. Voilà, donc très bel endroit. Déjà, Mostaganem est une ville très coquette, très belle, entourée de la mer. Et c'est une ville qui a été attaquée par les Espagnols. C'est une ville qui a connu une bataille très importante. Et c'est une bataille où Sidi El-Khadr Ben Khlouf a participé. C'est la bataille de Mazagran. Il y a participé, il a surtout raconté ce qui s'est passé dans cette bataille dans un poème. Et on sait donc qu'il a participé. On ne sait pas exactement quand est-ce qu'il est né, on ne sait pas exactement quand est-ce qu'il est mort. On sait qu'il a vécu 125 ans, Allah Barak. Voilà. Il serait né donc en 1479 et il serait mort en 1585. Donc la bataille de Mazagran, c'était contre les Espagnols en 1558. Et il y a participé dans l'armée de Khairuddin. C'est mais d'accord, oui, Barberousse, voilà. Donc pour te dire, c'est là. Alors il y a ce poème, la bataille de Mazagran et la bataille de Churchill. C'était à la même époque, au XVIe siècle. C'est les deux seuls poèmes qui sont écartés, où il n'y en a pas beaucoup, de l'esprit et de la thématique
des poèmes de Sidi El-Khdr Ben Khlouf. Donc lui, c'est un loueur pour les louanges pour le prophète. Exactement, c'est un panégyriste. Voilà. Donc il loue Dieu, et il loue aussi le prophète, alayhi salatu wassalam. Donc toutes ces, on va dire, il a écrit des centaines de poèmes. Tous ces poèmes sont dédiés au prophète et à Dieu. Voilà. Donc l'un de ces poèmes est le plus, on va dire, le plus repris parce que c'est de la poésie populaire. C'est celui qui a Sidi El-Khdr Ben Khlouf, c'est celui qui a inventé le Melhoun. C'est celui qui Melhoun, c'est quoi? C'est de la poésie populaire. On va pas dire en langue arabe pure, mais on va dire langue littérale, la langue parlée. Et c'est celui qui a été le plus repris dans la musique shahabi. L'Anqa l'a chanté, Amr Zahi l'a chanté. Donc moi j'aime beaucoup la version de, par exemple, Khazna Sghira de Sidi, donc Qsida de Sidi El-Khdr Ben Khlouf, reprise par Amr Zahi, reprise par Imen Sahir. Aussi, c'est une version plus moderne, mais c'est très joli parce que ça nous ramène vers le patrimoine de la poésie populaire du XVIe siècle jusqu'à aujourd'hui, en fait. Il y a un festival de la poésie du Melhoun chaque année à Mostaganem. Abdelkader Ben Dahmash a travaillé pour ça pendant des années. C'est celui qui en a le plus parlé parce que c'est un fils de Mostaganem. Voilà. Donc Sidi El-Khlouf, Sidi El-Khdr Ben Khlouf, c'est, on va dire, quelqu'un qui a reçu il a été élu, choisi, entre guillemets. C'est un soufi, c'est quelqu'un qui a un rapport très étroit avec la religion, avec le spirituel. Il a rêvé, on dit qu'il a rêvé du prophète 90, il a vu en rêve le prophète 99 fois et que la 100e fois il l'a vu en vrai. Donc c'était plus un rêve et que il a été choisi. On dit aussi qu'il a plaidé pour tous ceux qui liront ne serait-ce qu'un vers de ses poèmes, ils rentreront tous au paradis, pour te dire. Donc c'est très il suffit de connaître. Oui, c'est très soufi, voilà, c'est très soufi. Mais tout ça, c'est de la récitation de Coran, c'est de la religion, donc ça ne peut pas faire de mal, voilà. Khazna Sghira, c'est l'un de ses poèmes, de Qsida, qui est, on va dire, qui est le plus chanté. Il a fait un séjour aussi qui a tout changé pour lui à Tlemcen, à Sidi Boumediene. Il a rédigé il a écrit donc des poèmes qui sont chantés aussi dans la musique, on va dire, Sanaa. La musique classique algérienne de Tlemcen, exactement. Voilà. Sa maman, elle a joué un rôle très important dans sa vie, puisqu'il a été orphelin très jeune, et il était très proche d'elle, voilà. Et elle-même a rêvé de lui et de son prénom. Sa mère. Voilà, à la base, il devait. Non, mais il y a une histoire. Elle connaît bien l'histoire. On en a parlé tout à l'heure. Son histoire commence bien avant sa naissance. Voilà, c'est ça. L'histoire de son parcours commence bien avant sa naissance. À la base, il aurait dû s'appeler l'Ikhal, parce que le noir, c'est une protection contre le mauvais œil. Parce que sa maman avait du mal à tomber enceinte, avait du mal à avoir des enfants. Donc, qu'on faisait toutes les femmes à cette époque-là, et Rohou Sasséou. D'ailleurs, on a parlé du prénom Sassé et Sassia. Donc, c'était une Sassia. C'est-à-dire qu'elle est rahat zor Sidi l'Ikhal. Et elle lui a dit, Ateni Hzamek. باش تفك حزامي دونك دوني-moi votre ceinture pour que je puisse enfanter. قال لها هاكي حزامي قالت له كي يزاد عندي ولد quand j'aurai un enfant نسميه لك حل comme vous. قال لها non, سميه الأخضر parce qu'il portera un grand espoir. Et c'est comme ça qui a porté le prénom de Sidi El-Khdr. Effectivement, il a porté beaucoup d'espoir. Et on dit que aussi il avait rêvé. Oui, bien sûr. On dit aussi qu'il avait rêvé du prophète et qu'il avait vu, tout était vert et tout, donc il a choisi le vert pour l'espoir, l'espérance. Voilà. Ce que je voulais dire, juste que ces textes, sa poésie, a été la première fois édité en 58, ensuite en 2001, et puis en 69, juste avant dans la revue Promesse, celle de Malek Haddad. En 69, ils avaient fait un spécial poésie populaire. La maman de Sidi El-Khdr Ben Khlouf s'appelle Kella. J'avais proposé à Siam Kenouch de nous dire Kella. Ça me rappelle aussi les Touaregs. Oui. Les Kellagar, pour moi, ça prend racine là-bas, mais non, pas du tout. Alors, on va voir ce que Siham nous propose pour aujourd'hui. Non, mais je vais rester dans le thème. Ça sera après ceci, messieurs, dames. C'est juste après cela.
jingle. Et apparemment, voilà, le jingle, rien que pour toi. C'est un jingle pour les prénoms algériens. Et c'est nos prénoms. Et alors, le jingle porte le titre de nos prénoms. Voilà, des prénoms. Donc on a compris que Siham défend le prénom algérien. Voilà. En fait, l'Akhdar et Khadra. L'Akhdar et Khadra, ce sont des prénoms qui remontent à la geste hilalienne. Donc quand on parle de Sirat Banu Hilal et Sirat Bani Hilal et la geste hilalienne et héros de la geste hilalienne, on trouve Khadra. Khadra qui était la cousine de Jazia. Voilà. Et c'était vraiment celle qui portait l'espoir. Et bien sûr, le masculin de Khadra, c'était l'Akhdar. Donc on va dire que c'était des prénoms qui sont chez nous depuis 11e, 12e siècle. Et vous voyez que c'est quand même assez ancien. C'est des prénoms qui ont une relation directement avec le soufisme, avec l'islam, parce que pour tous les musulmans, quand vous dites quelle est la couleur du paradis, ils vont vous dire c'est le vert. Quelle est la couleur de l'espoir? Tout le monde va dire que c'est le vert. Quelle est la couleur des marabouts? Vous allez dire que c'est le vert. D'ailleurs, on dit bien. C'est le vert qui est associé au blanc. N'est-ce pas? Généralement, effectivement. On dit bien vert marabout. Oui. Là, la couleur vient d'ici. C'est une très belle couleur. Exactement. D'ailleurs, quand vous parlez de Khadra et l'Akhdar, bien sûr, c'est très ancien, donc ça remonte à la geste hilalienne. Et on n'est pas loin de l'époque de Sidi al-Akhdar Ben Khalouf. Donc c'est les porteurs de l'espoir. Bien avant, mais bon. C'était les porteurs de l'espoir. À partir de la Révolution, à partir de la guerre, à partir de la révolution algérienne, l'Akhdar et Khadra, c'était les couleurs de la liberté. Et une couleur qui existe dans, bien sûr, non seulement l'étendard soufi, mais dans les couleurs nationales. Du coup, l'Akhdar et Khadra sont devenus des symboles de la liberté d'Algérie. Parce que vous savez qu'il y avait certains prénoms qui étaient interdits, qui sont devenus interdits. Et du coup, les Algériens aussi sont bien malins et demi. Donc, Khadra, en fait, c'est par rapport à la couleur verte qui existe dans le drapeau algérien. J'ai toujours pensé que c'était Fatma. Qu'ils appelaient toutes les Algériennes Fatma. Fatma, c'est Fatma Zohra, et Fatma, c'était le premier-né de la famille. Bon, Fatma, maintenant, les colons. Voilà, je parle du temps de la colonisation. Porter Zama, donner des noms, une Fatma, donc, à la femme algérienne. Maintenant, le prénom Khadra, la famille algérienne donnait le prénom Khadra à la fille qui voulait être symbole de liberté, celle qui va combattre et forcer à rester cette identité algérienne. Donc c'était l'Akhdar et Khadra. D'ailleurs, si on revient à Nejma, donc le plus grand roman de Katib Yassine, l'Akhdar s'est enfui de sa cellule. Il commence comme ça, d'accord? Donc l'Akhdar s'est enfui de sa cellule. Et c'est très sémiologique comme phrase, ça a un sens extraordinaire. Il y a de l'espoir dans cette vie, il y a de l'espoir pour cette belle Nejma, pour cette belle Algérie. Le colonialisme va bientôt tomber. Nejma est-elle son amour, l'Algérie, sa patrie, sa maman? En tout cas, l'Akhdar s'est enfui de sa cellule. Okay. Donc nous sommes toujours dans Sidi al-Akhdar Ben Khalouf. Killa, si vous voulez bien. Oui, alors Killa, c'est la maman. En fait, c'est la maman. Alors Killa, vous voyez, quand vous avez les remparts de la maison, les remparts de la ville, généralement, il y a des plantes qui tombent comme ça sur les... Hadouk ismuhum Killa. D'accord. D'accord. D'ailleurs, même, après, c'est devenu autre chose. Après, c'est devenu les rideaux avec lesquels on orne les fenêtres, ou on met des rubans, etc. Des rideaux en tissu? Des rideaux en mousseline ou en tissu. Ça, c'est plutôt... C'est voilà. plus tard. À l'origine, c'était... ça a ce sens-là, d'accord? Mais à l'origine, c'était ces plantes qui tombaient sur les remparts, comme ça. Ça faisait beau. Il y avait du jasmin, il y avait ce qu'on appelle les liès, vous savez, tous ces plantes qui tombaient comme ça, au-delà des remparts, c'était le killa. Et oui, ça faisait, c'était une sorte de voile, etc. Plus tard, le killa est devenu en tissu, c'est-à-dire en ornement de fenêtres, des rideaux, des voiles, des voilages, etc. Donc voilà pour l'Akhdar, Khadra et killa. C'était. Merci Samira. Killa, on n'entend pas tellement parler. En tout cas, c'est la première fois que j'entends parler du killa. Killa, il existe. Il existe même à l'Est algérien, à Constantine, et il y a des killa, d'accord? Il y a une filla ou il y a une killa. Voilà, filla c'est plus. Voilà, filla parce qu'on a arfouha. Mais le bouquet de l'fil qui ressort comme ça, qui tombe sur le jardin, ça devient une killa. Donc nous avons le fil,
Hein. Nous avons ce jasmin d'Arabie qu'on appelle le ful. C'est le ful. C'est le cousin du jasmin. Ce qu'on appelle le jasmin d'Arabie. D'accord? Le jasmin d'Arabie avec le ful. Le ful, quand il fait des bouquets, ça devient une killa. D'accord. Donc, Filla et Killa existaient à une certaine époque, oubliées, complètement marginalisées. Vous voyez que la maman de Sidi El-Khadr Ben Khalouf, la dernière fois, on a parlé de la maman de Saint-Augustin, qui était Mouni, et là, nous sommes avec la maman de... Et là, nous sommes avec la maman de Sidi El-Khadr Ben Khalouf, qui, elle, portait un joli prénom aussi, qui est Killa. Et qui a joué un rôle très joli, très floral, effectivement. Et tout à fait. Vous voyez que, bon, peut-être qu'actuellement, la sonorité de certains prénoms... Après, la sonorité, elle est très jolie. Hein. Killa, c'est très léger comme prénom. Et oui, mais on passe à côté d'un patrimoine extraordinaire, on passe à côté de l'histoire qui nous appartiennent, à des mouvements dans ce prénom. Vous voyez, d'abord, c'était la geste hélalienne, après c'était la couleur de l'espoir, après la couleur du soufisme, et puis on est dans les couleurs nationales. Donc c'est une révolution carrément. C'est ce qui fait la particularité des prénoms qu'on utilise en Algérie. C'est toujours une signification particulière, c'est toujours une connotation sémiologique particulière. Donc ça ne vient jamais par hasard. Non, ça ne vient jamais par hasard. Surtout que le peuple algérien, bien sûr, il est toujours en développement, en évolution, et ce sont aussi les événements qui racontent. Un prénom raconte ce qui se passe, un prénom raconte les événements. Quand vous venez de dire la bataille de Mezghrine, et où Sidi Ben Khalouf a été témoin de cette bataille. Il a fait son travail. Témoin et acteur, c'est-à-dire qu'il a fait rentrer cette bataille dans l'histoire. Et c'est exactement ce qu'il a fait Abu Tamam al-Ta'i dans Ma'arakat al-Fath Amouriya. Donc vous voyez que le poète était le porte-parole de cette armée, le porte-parole de ces gens qui se sont combattus et qui font rentrer toute une histoire, tout un poème dans l'histoire d'un peuple. Effectivement, en tout cas, mesdames, merci beaucoup pour ce beau voyage. Donc on rappelle que nous sommes partis du XIe siècle et tu veux terminer sur... Oui, on peut retrouver... Ah oui, ça je connais. J'ai le même en fait. Ah, très bien. Donc voilà, c'est le livre d'Ahmed Amin Delay, Chanson de la Casbah. C'est paru il y a quelques années chez les Nag, mais il reprend beaucoup de chansons de qsida, du patrimoine algérien, mais pas que, du Maghreb, de tout le nord de l'Afrique, c'est très intéressant. Ya Mohammed, ya Sidi, sallallahu alayhi wa c'est du Sidi El-Khadr Ben Khalouf. Exactement. En tout cas, merci beaucoup, mesdames. Merci pour ce beau voyage. On rappelle qu'on est partis du XIe siècle, nous sommes revenus jusqu'au temps moderne. Merci encore une fois. Nous arrivons à la fin de notre émission. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Excellente journée à tous. C'est avec grand plaisir que je vous retrouve demain à partir de 8h. Au revoir.